Depuis quelques semaines et la sortie de Transformers Rise of the Beast au cinéma, on voit apparaître sur les réseaux sociaux et sur internet en général de plus en plus de personnes qui portent un regard nouveau sur les premiers films de cet univers réalisés par Michael Bay entre 2007 et 2017. Autrefois considéré comme l'une des pires sagas du cinéma de divertissement hollywoodien, malgré des chiffres au box-office délirants, Transformers et en particulier les 3 premiers films ont aujourd'hui tendance à être réévalués à la hausse par une partie du grand public, en particulier les personnes ayant grandi avec ces films ou étant lassé des blockbusters actuels. Pourtant, à l'image de la prélogie Star Wars en son temps, ou d'autres sagas qui ont connu une réhabilitation par le grand public, il faut savoir trouver un équilibre entre ce qui était injustement critiqué à l'époque et ce qui, malgré tout, se doit d'être noté comme un défaut ou même un énorme problème dans un film. Bref, attachez vos ceintures et prenez un petit snack, car aujourd'hui, on part pour une très grosse vidéo dans laquelle on va voir pourquoi la réhabilitation du Bayverse pourrait être problématique. En 2005, Hasbro et Paramount annoncent travailler sur une adaptation en live-action de la franchise Transformers, une licence ayant débuté en tant que gamme de jouets dans les années 80, mais qui au début du développement du film comptait déjà 13 séries animées et des centaines de comics, soit un lore assez conséquent à disposition. Pour diriger ce projet, Michael Bay est contacté et refuse, déclarant ne pas vouloir travailler sur, je cite, des jouets stupides. Suite à plusieurs réunions avec Hasbro et probablement un gros chèque au passage, Bay accepte de se lancer, voyant dans cette licence le potentiel de faire ce qu'il préfère, tout faire péter et proposer du grand spectacle. Au scénario, Roberto Orci et Alex Kurtzman seront embarqués dans le projet et se chargeront d'écrire un script qui parlera au plus grand public possible, tout en respectant au maximum la licence. En effet, au début des années 2000, alors que le projet d'un film Transformers n'était qu'à ses balbutiements, il n'y avait, dans un script préliminaire, très préliminaire en l'occurrence, il n'y avait ni Autobots, ni Decepticons, juste des robots extraterrestres envahissant la Terre et se changeant en véhicules. Ouais, on revient de loin. Par un souci de budget mais aussi de respect des personnages originaux, un petit groupe de 5 Autobots se seront annoncés pour le long métrage, étant tous des persos iconiques de la série de 1984. Optimus Prime, leur chef, Bumblebee, Ironhide, Ratchet et Jazz, dont les designs ont été retravaillés et modernisés, mais qui gardent l'essence de ce qu'ils étaient au départ. Côté Decepticons, on retrouve Megatron et son second Starscream, mais les autres méchants seront pour le coup davantage piochés du côté des antagonistes secondaires voire obscurs de la licence, notamment Blackout et Barricade, totalement réinventés pour l'occasion. C'est en 2007 que le film sort et qu'il rencontre un succès quasi inattendu, étant l'un des plus gros succès de l'année au box-office mondial, et américain également. Si ce premier film reçoit déjà son lot de critiques des fans ou du grand public, la réception était globalement positive, on va dire. Les effets spéciaux étant salués, tant ces derniers semblaient révolutionnaires pour l'époque, et pour preuve, ils sont toujours aussi beaux aujourd'hui. 4 suites suivront, et pratiquement chacune d'entre elles marquera une étape supplémentaire vers la descente aux enfers de la franchise en termes de qualité. Si 2 d'entre elles, Dark of the Moon et Age of Extinction, atteindront le milliard au box-office mondial, les critiques se montrent de plus en plus virulentes et lassées par la répétition d'un style qui n'évolue pas, voire qui tombe presque dans une parodie de lui-même dans Transformers 4 et 5, parfois tellement cynique qu'on se demande comment le public ne s'est pas senti insulté. Mais pour Paramount, si Transformers n'était pas synonyme d'Oscar, c'était au moins une licence qui leur rapportait énormément. Chaque film cartonnait, et si le box-office américain a été en baisse continue depuis le 3e opus, jusqu'à Rise of the Beast qui a enfin redressé la barre, l'ensemble était ultra lucratif. Cependant, et comme chaque bonne chose a une fin, Transformers The Last Knight, sur lequel Paramount a énormément investi, a été le plus gros plantage critique de la saga, mais surtout le premier échec financier de la licence. Et je vais m'attarder dessus 2 minutes car il faut comprendre quelque chose. En 2017, quand Paramount sort Transformers 5, le film était censé rouler sur le box-office de l'été. Après 2 films à $1 milliard, tout résultat en dehors de ce seuil serait considéré comme un échec, ou au moins un semi-échec. Et pour s'assurer un succès aussi important que possible, Paramount, en plus des 240 millions de budget estimé, dépense des sommes folles dans une campagne marketing comportant 4 trailers différents, des apparitions au Super Bowl, alors même qu'une des boîtes de production chinoises censée financer avec eux tout ça, les a lâchés en cours de route, la faute à une loi du gouvernement chinois, que je n'ai pas entièrement comprise, mais qui a en gros conduit Paramount à encore plus mettre d'argent que prévu.
Bref, le résultat, c'était des sommes folles dépensées de partout, et un box-office qui a été plus que décevant. 600 millions à l'international, soit plus de 400 millions de moins que le film précédent. Dans cette affaire, Paramount perd plus de 100 millions de dollars et doit aussitôt revoir à la baisse ses ambitions pour la suite de la franchise. Un an plus tard, le spin-off sur Bumblebee, censé être un préquel à la saga de Michael Bay, est transformé en reboot par son réalisateur Travis Knight, à qui Paramount donne carte blanche sur les derniers mois de production pour remanier le film et en faire ce qu'il souhaite. Exit donc les références au fait que Bumblebee est combattu durant la Seconde Guerre mondiale, et bonjour à une toute nouvelle origin story qui permet de voir quelques minutes de la guerre sur Cybertron, entre autres. Sans parler directement de Bumblebee, chose que l'on fera plus tard, cette décision de se servir de ce film comme d'un reboot marqua la fin de ce qu'on appelle le Bayverse, la saga Transformers de Michael Bay. 5 films en 10 ans qui, s'ils ont marqué une génération de fans, ont perdu de leur superbe et fini par dégoûter leur public, n'étant plus que des caricatures d'eux-mêmes aux yeux de beaucoup. Avant de rentrer plein pied dans l'analyse, je pense qu'il est important que je rappelle mon point de vue sur les films Transformers de Michael Bay, surtout en tant que fan de la licence, la franchise Transformers au sens large, que ce soit les dessins animés, comics et j'en passe. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, le Bayverse fait partie de mon enfance et j'ai une très forte nostalgie pour lui, en particulier pour les 3 premiers films. Même si j'ai conscience de leurs défauts, j'arrive à apprécier chacun d'entre eux comme des plaisirs coupables et je leur trouve certaines vraies qualités, que ce soit les CGI absolument magnifiques et très travaillés, les scènes d'action dantesques ou encore les musiques majestueuses de Steve Jablonsky. De même, si certains partis pris artistiques en termes de design de personnages sont ratés à mes yeux, d'autres sont vraiment excellents, même si ce ne sont pas mes designs favoris de la franchise. Par contre, là où j'entre dans cette sorte de relation amour-haine entre guillemets avec ces films, c'est quand on aborde le traitement qu'ils proposent autour de l'univers. En effet, contrairement aux idées reçues, non, Transformers, même déjà en 2007, c'était un univers autrement plus riche et varié que ce qui est montré à l'écran, que ce soit les lieux, les personnages, le lore, ce qui est montré dans les films n'est qu'une bribe de ce que la licence propose normalement en termes de variété et d'univers. En cela d'ailleurs, je considérais l'introduction de Lockdown dans Age of Extinction comme une bonne chose, car on traitait enfin d'autre chose que des simples Autobots et Decepticons, et on montrait que l'univers Transformers regorgeait de plein d'autres choses, c'est notamment aussi ce qui est montré dans Rise of the Beast, à un degré encore plus poussé, avec Unicron, les Terrorcons, les Maximals, etc. Pour faire simple, le point qui me dérange le plus dans ces films est la représentation de la licence qu'ils font au grand public, laissant de côté certains éléments de pure science-fiction pour les remplacer par de la beaufrie à tout bout de champ. En cela, il suffit de voir à quel point une partie du grand public associe Transformers à Megan Fox pour comprendre les dégâts qui ont été faits à ce niveau. Mais au-delà de ça, j'aime ces films et beaucoup de choses dans ces derniers sont géniales à mes yeux. Je vais même aller jusqu'à dire qu'ils m'ont tous marqué à leur manière et représentent des périodes de ma vie. Les 2 premiers sont de la pure nostalgie d'enfance, quand j'avais 8-9 ans, Dark of the Moon est pour moi le début de mes années collège, Age of Extinction de mes années lycée, et The Last Night est sorti quelques jours après que j'ai passé le bac. En quelque sorte, les films Transformers sont sortis à des moments importants dans ma vie, y compris Rise of the Beast, qui sort alors que je suis en plein dans mon stage de fin d'études, qui va m'emmener tout droit vers le monde professionnel. Bref, le problème qui se pose pour moi, c'est quand je commence à lire à droite à gauche que ce sont des chefs-d'œuvre ou des films incompris, réalisés par un auteur visionnaire qui fait des films plus profonds que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et c'est là que j'ai un problème, un véritable problème. Quand j'étais petit, j'adorais les films Transformers, mais quand je dis j'adorais, c'était au point d'aller les voir 3 fois en 2 semaines au cinéma, d'acheter tous les produits dérivés possibles autour de ces derniers, ou encore bien sûr de collectionner toutes les figurines possibles et imaginables. Ayant commencé à être passionné de Transformers en 2008, je n'ai pas vu le premier film en salle, même si j'en ai collectionné les jouets, mais pour Revenge of the Fallen et Dark of the Moon par exemple, chaque sortie était un événement à mes yeux. Si vous creusez bien profondément dans le forum transformersfr.com, vous retrouverez peut-être même des messages que j'avais posté en 2011, comme quoi la sortie de Dark of the Moon était mon moment préféré de l'année. Pourtant, il y a un truc que je ne comprenais pas, pourquoi tout le monde avait l'air de détester? Dès que je lisais une critique sur les films Transformers, elle était moyenne ou très négative, et ce peu importe le site, le journal ou autre. Bien sûr, je n'étais pas le seul à aimer ces films, plusieurs de mes amis de l'époque les aimaient aussi, mais j'avais le sentiment qu'un grand nombre de personnes ne les aimaient pas, voire même les détestaient. Pourtant, à mes yeux, ces films étaient importants, je les considérais au même titre que les autres univers de la licence, que j'adorais déjà également, mais j'avais conscience qu'ils n'étaient pas appréciés. Au fil des années, j'ai appris à comprendre ce qui leur était reproché, le scénario incohérent, les blagues de mauvais goût, l'action parfois trop brouillonne, la propagande pour l'armée américaine, ou encore, et ça c'était une critique que je faisais déjà moi-même, le non-respect de certains éléments importants de l'univers Transformers, évidemment. Et au fur et à mesure que je voyais ces films, et que de nouveaux sortaient, notamment Age of Extinction, j'ai appris à les aimer différemment, à savoir les regarder, en ayant conscience des énormes soucis qu'ils possédaient, car malgré tout, j'y trouvais suffisamment de satisfaction au niveau action et divertissement pour passer un bon moment.
En somme, les films Transformers étaient devenus des plaisirs coupables, et ça m'allait très bien comme ça. Puis est arrivé 2017, l'année où j'ai décidé de me lancer sur YouTube, notamment via des vidéos sur Transformers The Last Knight. Et vous le savez, j'ai pas du tout aimé ce film, au point qu'encore aujourd'hui, il est le seul des 7 films live-action devant lesquels je ne passe pas un bon moment. En 2018, un an plus tard, est sorti Bumblebee, et à l'inverse, j'ai absolument adoré ce long métrage, et le respect qu'il apportait à la licence, tout en proposant une histoire plus intimiste, sans pour autant oublier l'action et l'épique. C'est à cette époque que j'ai découvert alors qu'il y avait 2 camps qui se formaient, et je le voyais même dans mes commentaires, ceux qui défendaient Bumblebee, et ceux qui défendaient les films de Michael Bay. Moi qui pensais au départ que le débat autour de ces films était plus ou moins clos, à savoir qu'ils étaient considérés comme pas ouf malgré beaucoup de choses appréciables, j'ai été surpris de découvrir qu'énormément de personnes voyaient en eux quelque chose de plus que ce qu'ils étaient, à savoir l'expression du style et la personnalité d'un réalisateur parmi les plus célèbres d'Hollywood, Michael Bay. Michael Bay est un réalisateur qui n'a jamais fait l'unanimité à Hollywood. S'il a réalisé bon nombre de blockbusters extrêmement populaires de la fin des années 90 et du début des années 2000, les critiques l'ont toujours vu comme un très bon technicien, sachant mettre en scène le spectaculaire, mais dont le bon goût est absent et qui ne fait pas des films, disons, très intellectuels. Lorsqu'il arrive sur le projet du premier film Transformers, il travaille donc avec les équipes de chez ILM pour adapter du mieux possible ces robots géants sur grand écran. Et pour lui, l'ambition est claire, se servir des Transformers pour proposer du grand spectacle et relever certains défis de l'image de synthèse, notamment pour ce qui est des transformations de véhicules en robots. Something in Transformers just struck me when I was sitting there. I said to myself, if you can make this really real and edgy, and I saw a couple images that were towards the direction that they would like to take this, and I'm like, that's really interesting. So I think right then and there I was kind of sold on trying to make this idea work. À ses yeux, ce qui l'intéresse, c'est l'aspect grand spectacle, mais aussi le fait de proposer une histoire dans laquelle on peut le plus facilement s'identifier en tant que spectateur. Dans le premier film notamment, on a un large panel de personnages humains, tous plus caricaturaux et peu développés les uns que les autres, mais qui permettent au moins de s'immerger dans la découverte de ces robots venus de l'espace. Que ce soit via le temps passé avec les humains ou encore les choix de cadrage de la caméra, Bay privilégie notre point de vue à nous pour une histoire impliquant des robots tous plus impressionnants les uns que les autres. En soi, je peux comprendre ce parti pris, et dans certaines scènes, il marche particulièrement bien. Cependant, l'un des reproches qui lui a été fait, c'est qu'on ne voyait pas suffisamment les Transformers, et que ça rendait les scènes d'action parfois difficiles à comprendre. Au contraire, certains, comme ce très cher Durandal en France, avancent que ce choix de mise en scène volontaire est ce qui fait la force du film. Personnellement, je suis entre les deux. Je suis d'accord qu'un rapport d'échelle est important, notamment lorsqu'on introduit les Autobots et les Decepticons, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de Transformers et pas de Pacific Rim, Gundam ou j'en passe. Les robots dans Transformers n'ont jamais été là pour faire du gigantisme. Bien sûr, les plus grands personnages comme Optimus Prime ou Megatron ont ce côté imposant et puissant en tant que chef, mais la majorité des Cybertroniens, que ce soit dans les séries animées ou les comics, sont juste grands, mais c'est tout. Ils font 3 ou 4 mètres de haut, allez 6 à 10 mètres pour les plus grands, mais pas plus. Que tu joues de temps en temps avec les rapports d'échelle, ok, mais vouloir que ce soit la seule idée de mise en scène autour des Transformers montre juste qu'on veut traiter ces derniers comme des mechas classiques ou des éléments de décor, et pas comme des vrais personnages, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Après ce parti pris dans le premier film, Bay prendra donc en compte certaines critiques du public et rendra ses scènes d'action plus claires à partir du second. C'est d'ailleurs souvent dans ces longs métrages qui ont suivi qu'on retrouve les scènes d'action favorites d'un grand nombre de personnes. L'affrontement dans la forêt dans le 2, la bataille du Chicago dans le 3, sont autant de scènes où l'action est lisible et claire, sans pour autant perdre l'ambition de départ. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que le rapport d'échelle ou le gigantisme soit ce qui fascine réellement Michael Bay à partir du deuxième film. Je veux dire, des trucs gigantesques dans Transformers, on en a. On a les Titans, des Transformers de plus de 100 mètres de haut, se transformant en base ou en vaisseau. Metroplex heeds the call of the last blood. Optimus, what just happened to me? Les Combiners, résultant de la combinaison de plusieurs individus, ou encore, Unicron, l'ennemi ultime des Transformers, un robot se changeant en planète. Pourtant, parmi toutes ces idées qui auraient encore plus poussé l'aspect du gigantisme, Bay n'a exploité qu'un pauvre Combiner, à savoir Devastator, et honnêtement, les scènes de ce dernier, en dehors de son introduction, ne font pas du tout ressentir sa taille. On ne le fait quasiment pas interagir avec les autres Transformers, ni avec des humains, ou très peu, et quand on le voit détruire la pyramide, on ne sait pas trop quelle taille il fait, car...
Honnêtement, qui connaît la taille des pyramides de tête? Dans le jeu vidéo tiré du long métrage, peut-être tiré d'un script préliminaire, Devastator affronte les Autobots et se déplace dans une ville, montrant ainsi sa taille et la menace immense qu'il représente. Mais cette question de mise en scène n'est pas la seule chose à retenir ou à débattre autour de cette saga, car ce qui caractérise aussi un film Transformers de Michael Bay, en plus des robots, c'est bien sûr l'humour gras, les idées de mauvais goût et la propagande militaire. Bizarrement, quand on voit des gens défendre corps et âme ce que fait Michael Bay dans Transformers, ce sont souvent les mêmes choses qui reviennent. La mise en scène ambitieuse, la démesure de l'action, etc. Mais honnêtement, c'est jamais ça qui a été reproché au Bayverse, c'est même, avec les musiques, le truc que les gens ont kiffé, et la raison qui fait que ces films sont encore regardés aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que Michael Bay, c'est aussi celui qui filme des chiens qui se montent dessus sans raison, celui qui ne sait pas filmer un personnage féminin sans le sexualiser à mort, jusqu'à ce que ça prenne des proportions parfois carrément insultantes et dégradantes pour les femmes. Well, maybe it should be. Sweetheart, your shorts are shrinking by the second. C'est aussi celui qui n'a aucun problème avec une scène dans laquelle un gars explique pourquoi il a le droit de sortir avec une mineure, alors que ça n'apporte rien au récit, si ce n'est de légitimer les pédopointeurs. Et encore, je n'ai pas évoqué les clichés racistes, même si pour le coup, tout le monde en prend pour son grade, ou même les placements de produits, parmi les plus scandaleux de l'histoire d'Hollywood. C'est tout ça aussi le Bayverse, et attention, ça n'enlève pas les réelles qualités de ces films, souvent évoqués, mais il est important de comprendre pourquoi le style de Michael Bay est ce qui apporte le meilleur comme le pire à ces films, qui switchent parfois en permanence entre 10 minutes d'action et 20 minutes de personnages humains insupportables et détestables. Mais après tout, c'est juste l'adaptation d'une pauvre licence de jouets. On s'en fiche que certains trucs soient nuls ou débiles, puisque cet univers est nul et débile, non? Paradoxalement, l'un des arguments les plus souvent sortis par les défenseurs des films Transformers de Michael Bay, et en particulier du côté des cinéphiles, c'est de dire que Transformers c'est une licence à la con et que c'est pas grave d'en faire n'importe quoi. En gros, pour justifier qu'ils aiment les films Transformers, ils disent que Transformers c'est nul. Ouais, j'avoue que la logique m'échappe un peu. Et personnellement, je trouve ça insultant pour la licence et pour ceux qui ont bâti son lore depuis près de 40 ans. Au moment où le premier film est sorti, Transformers en tant que franchise en était déjà à plus d'une dizaine de séries animées et des tas de comics, et aujourd'hui c'est encore plus énorme. Bien sûr, les adaptations de Transformers, et en particulier la série animée G1, sont d'énormes pubs pour jouets déguisés, comme les USA et même le Japon savaient en faire dans les années 80 et 90. Pourtant, et notamment à partir du film de 1986, plusieurs artistes et scénaristes ont développé un vrai lore complexe autour de ces robots, passant notamment par l'introduction d'Unicron, des quintessons, d'artefacts comme la matrice du commandement, et globalement par des intrigues davantage cosmiques que terrestres. Par la suite, on a traité du voyage dans le temps dans Beast Wars, des questions d'écologie voire de spiritualité dans Beast Machines, avec plus ou moins de succès disons. On a aussi eu l'occasion d'avoir des séries animées présentant de nombreuses planètes peuplées de Transformers. Bref, tout ce genre d'éléments, c'est du lore pur, ce n'était pas nécessaire d'ajouter autant de trucs pour vendre de simples jouets en théorie. Au moment de créer Beast Wars au milieu des années 90, Hasbro avait dans un premier temps envisagé que tous les Transformers se changent en animaux et qu'Optimus Primal et Megatron soient de nouvelles versions tout simplement d'Optimus Prime et Megatron de la G1. Pourtant, à mesure que la série était écrite, les scénaristes décidèrent d'en faire de nouveaux personnages descendants des originaux qui voyagent dans le temps pour changer ou préserver le cours de l'histoire des Transformers. Toutes ces références et ce développement complexe n'étaient pas nécessaires pour simplement vendre des jouets, mais la volonté des scénaristes était non seulement de proposer une vraie histoire originale, mais aussi de lier celle-ci à la G1 pour rendre l'univers plus large et impressionnant. Et ça a marché, le lore de Beast Wars est l'un des plus importants de la franchise, et on vient seulement d'en avoir un aperçu au cinéma avec Transformers Rise of the Beast. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans l'histoire de Transformers. Mon propos ici, c'est de dire qu'on ne peut pas excuser tout ce que Michael Bay a fait de mauvais ou de nul dans ses films, avec la seule excuse de dire « Bah c'est une licence à la con, c'est pas grave quoi en gros ». Placer Michael Bay en tant qu'auteur au-dessus des centaines d'artistes qui ont travaillé et travaillent encore aujourd'hui sur la licence, est non seulement une forme d'élitisme comme j'en ai rarement vu, mais aussi un profond manque de respect pour les personnes qui ont donné vie véritablement à cet univers. Et c'est à cause de ce genre de raisonnement qu'on en arrive à penser que Transformers ne devrait être qu'une série de films débiles et que toute tentative de faire quelque chose de différent, comme avec Bumblebee, est forcément mauvaise car, vous comprenez, c'est pas la licence pour. Alors désolé, je vais peut-être en choquer certains, mais si, justement, c'est la licence pour. Transformers se destine aussi bien aux adultes nostalgiques qu'aux enfants, et au grand public de façon générale. J'irais même jusqu'à dire que c'est l'une des licences avec les morales les plus facilement adaptables du monde. More than meets the eye, il ne faut pas se fier aux apparences. Tu peux raconter tellement de trucs rien qu'avec le slogan de Transformers. Et en 5 films, une seule fois Bay a réellement utilisé cela comme tel, et c'était dans le premier film, évidemment, celui qui avait le meilleur script, disons-le. I think there's a lot more than meets the eye with you. Stupid. It was a stupid line.
somewhere to meet the eye with you. Ce qui est bien avec Transformers, et c'est l'une des choses que j'adore d'ailleurs dans cet univers, vous le savez, c'est que tu as plein d'histoires différentes qui abordent des thèmes variés, notamment en comics. Bien sûr, on garde souvent le background de la guerre cybertronienne, et encore, mais tu peux donner tellement plus de profondeur et d'intérêt à tout ça. Tiens, faisons un petit exercice, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une planète existant depuis des millions d'années, aux habitants à l'apparence mécanique disposant de capacités hors du commun. Pourtant, cette société, bâtie sur le colonialisme et la corruption, ne laisse pas la liberté aux individus de choisir leur place dans ce monde. La naissance de chacun d'entre eux déterminera la place qu'ils occuperont et le métier qu'ils exerceront. Un jour, un travailleur dans les mines de la planète, servant à récolter l'énergie consommée allègrement par la classe dominante, fut témoin de cette corruption, et quand celle-ci l'affecta personnellement, sa colère et sa rage le motivèrent à lancer un mouvement révolutionnaire, rapidement rejoint par d'autres habitants opprimés et discriminés. Finalement, après avoir fait alliance avec un ami s'étant retourné contre le dirigeant de la planète, ce révolutionnaire parvint à renverser le pouvoir en place, mais sa colère et sa soif de pouvoir prirent le pas sur sa raison, et il trouvera comme seul opposant cet ancien ami dont la vision d'une société juste est en contradiction avec la sienne. Alors commença une guerre millénaire entre deux camps se battant pour des idéaux différents, tout cela n'étant que le résultat de milliers d'années d'inégalité et de corruption. Vous venez d'écouter, en version simplifiée et extrêmement résumée, l'histoire de la guerre cybertronienne dans les comics IDW. Ça vous donne pas envie sérieusement ce genre d'histoire? Vous pensez vraiment que Transformers ne doit être que de l'action décérébrée et pas quelque chose d'un poil plus intéressant, alors même qu'on a plein d'histoires qui prouvent le contraire? We did the full pitch. Robots are not all equal. They're alive, they're sentient men, they have feelings, they have allegiances, you know, there's backstory, there's a conflict, you know, that they are fleshed out characters, and that we've had so many eras, and there's so much potential that they could pull from to make whatever kind of movie they wanted to make. Et ben dans tous les cas, on aura probablement l'occasion de le découvrir l'an prochain au cinéma avec Transformers One, un film d'animation qui racontera l'origin story d'Optimus Prime et de Megatron. À voir comment cette origin story des personnages sera présentée ici, mais j'ai hâte de voir ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que Michael Bay qui a le droit de proposer ou d'imposer sa vision de Transformers. On ne parle même pas ici de si sa vision de la licence est bonne ou pas, même si à mon sens ces films ont des manquements énormes à ce niveau, mais on parle juste de comment adapter Transformers à l'écran, car les trois réalisateurs ayant travaillé sur la licence à ce jour ont tous les trois des approches différentes. Bay le grand spectacle décérébré, Travis Knight l'histoire plus intimiste et proche de l'esprit de la première génération, et Steven Caple peut-être le plus généreux de tous en termes de référence à la franchise au sens large. And you call yourself a Prime? Primus would be ashamed. S'inspirant de tous les univers existants, y compris celui de Bay d'ailleurs, et insistant un peu plus sur le côté purement SF de Transformers. Si à mon sens les visions de Travis Knight et Steven Caple sont plus fidèles à l'esprit de base de Transformers, la vision de Bay aussi a le droit d'exister, mais il faut juste avoir en tête que non seulement il a des failles énormes au niveau de son approche de l'univers et des films en eux-mêmes, mais aussi que ce n'est pas parce que c'est la version dont vous êtes nostalgique que c'est forcément la meilleure ou la seule qui doit exister. On voit ça tout le temps avec les films de super-héros par exemple. En 2014, quand on a annoncé Ben Affleck en Batman, les fans ont hurlé car selon eux, personne ne pouvait dépasser Christian Bale. Puis il y a quelques années, quand Robert Pattinson a repris le costume, les fans de Snyder et de Ben Affleck sont montés au créneau de la même façon, etc. etc. Depuis Bumblebee, Transformers a changé d'approche concernant les films, essayant de s'éloigner le plus possible des mauvais souvenirs laissés par les 4e et 5e opus de la saga de Bay, notamment auprès des spectateurs, auprès du grand public, en témoigne d'ailleurs l'énorme baisse d'entrée à partir de ces opus-là. Pourtant, à aucun moment l'héritage de ce dernier n'est renié, que ce soit via les designs de certains personnages, les musiques utilisées, ou même l'ossature du scénario de Rise of the Beast, qui est une énième histoire d'artefacts, reprenant certains principes de l'époque. Mais justement, en plus de reprendre ces quelques éléments, les films actuels proposent une nouvelle approche, avec moins d'humains, plus de développement pour les Transformers, une intrigue plus simple et directe, moins de mauvais goût, bref, presque du Michael Bay light pour certains, que ce soit en bien comme en mal. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que ces films sont réhabilités aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, en particulier dans les communautés geeks, on a un peu ce fantasme de l'auteur face à la grosse machine hollywoodienne. Bien sûr, l'un des exemples les plus criants de tout cela ces dernières années est Zack Snyder qui a pu sortir sa version de Justice League avec toute l'histoire qu'on connaît derrière. Pour le meilleur comme pour le pire, les fans de Zack Snyder sont ultra présents sur les réseaux sociaux, jusqu'à même parfois partir en croisade contre tout ce qui n'est pas de lui, en particulier chez DC Comics. On a un peu ce fantasme de l'auteur qui va apporter sa vision au milieu d'un studio ne cherchant que profit et argent. Et donc depuis quelque temps, on a un peu cette idée qui s'immisce petit à petit dans la tête d'un certain nombre de cinéphiles, comme quoi les 5 premiers films Transformers sont le fruit du travail d'auteur de Michael Bay, qui a su imposer sa vision à une licence populaire.
Or, son cas est radicalement différent de celui de Zack Snyder par exemple, puisque j'en ai parlé avant. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de fans de Snyder qui se découvrent bizarrement fans de Michael Bay, alors même que Transformers a changé d'approche. Bref, ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Snyder, même si sa vision n'a pas plu à tout le monde, est un vrai passionné de comics et de DC Comics notamment. Il n'en retient peut-être pas la même chose que tout le monde, mais on ne peut pas nier qu'il a eu une envie d'iconiser les personnages phares de cet univers et de leur offrir un traitement bien particulier. Michael Bay au contraire n'avait aucun intérêt pour la licence Transformers à la base, mais a fini par adhérer au concept parce que ça lui permettait de faire des trucs énormes en termes de mise en scène et d'explosion. Mais les Transformers en soi ne l'ont jamais intéressé plus que ça, en tant que personnage ou même en termes de lore. Sa volonté de se focaliser davantage sur les militaires ou les autres humains dans les batailles en est la preuve d'ailleurs. Au passage, je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a jamais voulu lui donner un film G.I. Joe, car ça lui aurait permis de faire tout ce qu'il aime sans les Transformers au milieu. Mais mieux, il aurait pu adapter l'un des nombreux comics crossover entre G.I. Joe et Transformers. Bon, par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne souhaite pas qu'il revienne dans la suite de Rise of the Beast sous prétexte qu'il y aura des G.I. Joe dedans, faut pas déconner, surtout qu'il a définitivement tourné la page. Justement, pour reprendre la comparaison erronée avec Zack Snyder, on sait que Bay a voulu s'arrêter après Transformers 3 et que les 4e et 5e opus ont été réalisés avec beaucoup moins d'envie de sa part, car il avait un peu fait le tour de ce qu'il voulait faire dans la licence et que Paramount l'a rappelé uniquement car il le voyait comme une énorme vache à lait. Snyder au contraire, on sait qu'il aurait eu envie de conclure sa trilogie Justice League, ou même qu'il serait partant pour revenir faire un film de super-héros, que ce soit Batman, Deathstroke, etc. Il en a déjà parlé. La différence est fondamentale donc, d'un côté un réalisateur qui a sans doute encore envie de faire des films sur un univers, et de l'autre quelqu'un qui a déjà consacré 10 ans de sa carrière à cela, et qui aujourd'hui se contente d'un rôle de producteur, ne manquant pas de visiter d'ailleurs les tournages des nouveaux films ou même d'en faire la promotion. Alors oui, si on veut chercher la petite bête, on peut dire que Snyder aussi produit encore chez Warner, mais il n'a plus du tout cette relation privilégiée avec le studio si je puis dire, à l'inverse de Bay encore une fois. Donc à mon sens, ceux qui réhabilitent les films Transformers de Michael Bay aujourd'hui, ils cherchent à rentrer dans ce narratif de l'artiste qui s'accomplit dans une œuvre, alors même que Bay a subi les tournages de Transformers 4 et 5, et avait déjà annoncé être un petit peu lassé entre Transformers 2 et 3. En réalité, Bay a été la marionnette de Paramount de la même façon que n'importe quel autre réal, et même s'il a pu apporter son style par moment, il n'a au final fait que remplir en bonne partie un cahier des charges, avec de moins en moins de conviction à chaque fois, en témoignent les faux raccords honteux et les erreurs de montage scandaleuses tout au long d'Age of Extinction, mais surtout de The Last Knight, avec notamment ce fameux changement de ratio à répétition dans le 5e film. Mais bon, pour certains cinéphiles, c'est du ciné expérimental, qu'est-ce que vous voulez? Pire, il a même par moments modifié lui-même le scénario à sa convenance, par pure envie ou manque de temps. Par exemple, la fin de Transformers Dark of the Moon a été modifiée par Bay, simplement par énervement, quand ce dernier a appris que le scénario avait été adapté en comics, et que donc le comics, il allait être commercialisé en amont. À la base, le film devait se conclure par Sentinel Prime qui est tué en combat par Optimus et Megatron, puis les chefs de chaque camp qui acceptent de faire une trêve, Megatron retournant sur Cybertron et Optimus restant sur Terre qui est désormais sa nouvelle maison. Mais puisqu'il avait été agacé que le scénario soit dévoilé à l'avance via un comics et un roman, eh bien il l'a modifié et nous a pondu la scène qu'on a eue au final, où au-delà des crimes de guerre d'Optimus, on expédie la mort de Megatron en 2-2, sans vraiment de raison. Et des exemples comme ça, il y en a tout au long des films, comme avec par exemple, dans le 2e, les personnages de Skids et Mudflap qui sont absolument insupportables voire racistes, qui avaient fait polémique à l'époque, et bien il paraît que c'était une modification apportée par le réalisateur, selon les scénaristes Roberto Orci et Alex Kurtzman, même si Bay l'a toujours nié. Le but de cette vidéo n'est pas du tout de me dresser en grand opposant au film Transformers de Michael Bay. Ne me voyez pas comme un MJ, ou dans l'autre sens, ne me voyez pas non plus comme un Durandal qui souhaiterait les défendre à tout prix. Par pitié, me comparer à aucun de ces deux-là. Quand je parle des fans toxiques de Michael Bay, ou encore des cinéphiles pensant avoir le droit de mépriser tout ce qu'ils touchent et observent, je parle heureusement d'une minorité de personnes. C'est comme les fans toxiques de Zack Snyder, en réalité c'est souvent plus une minorité bruyante qu'un véritable avis global. La majorité des fans des films Transformers de Michael Bay que je connais adorent aussi les autres univers Transformers, que ce soit Transformers Prime, les comics AEW, le G1, la trilogie Necron et j'en passe. Très peu se cantonnent en réalité au simple film, et c'est tant mieux, car c'est ce qui permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qu'est la licence au sens large. Tout ce que je cherche à exprimer ici, c'est mon avis sur la réhabilitation que connaissent ces films actuellement, en parallèle de la sortie de Rise of the Beast. C'est une très bonne chose que beaucoup de monde reconnaisse à ces films les réelles qualités qu'ils ont eues depuis toutes ces années, en particulier les 3 premiers, et ça me fait plaisir de voir aussi la saga Transformers de l'époque être un peu revalorisée. Cependant, à l'image de ce que la prélogie Star Wars a connu il y a une dizaine d'années, ce n'est pas parce qu'on se rend compte que des œuvres considérées comme pourries sont en réalité meilleures que ça en fait des grands films ou des bons films tout court. Et pire, ce n'est pas parce que ces longs métrages sont aujourd'hui vus avec un œil nouveau qu'il faut s'en servir pour accabler la nouvelle direction que prend la saga.
En plus, c'est là où la comparaison avec Star Wars s'arrête, car dans un sens, je peux comprendre les personnes utilisant les anciens Star Wars pour critiquer les nouveaux, étant donné qu'on parle ici d'une même saga, d'un même univers, et je comprends que certains le trouvent un peu gâché par les nouveaux films qui ne font pas l'unanimité. Or, dans le cas de Transformers, Bumblebee et Rise of the Beast sont dans leur propre univers, avec une direction différente, malgré certains points communs avec le Bayverse. Donc pour les personnes qui chérissent la saga de Michael Bay, cette dernière est encore là, elle existe toujours, et je pense qu'en plus à ce niveau-là, la démarche de Paramount a été beaucoup plus respectueuse vis-à-vis des fans que ce que Disney a pu faire pour Star Wars, ou Warner pour le DCEU de Zack Snyder. Les anciens films sont toujours autant mis en avant sur le plan commercial, et la frilosité des producteurs à prononcer le mot reboot montre qu'ils ont encore du mal à abandonner cet ancien univers. Les musiques des anciens films sont toujours utilisées, certains points de design également, et Travis Knight, mais surtout Steven Caple, montrent un véritable respect pour le travail réalisé par Michael Bay pendant 10 ans, Caple ayant récemment déclaré que la première trilogie, surtout le premier film, sont quasiment sacrés pour lui. Si Michael Bay a su apporter son style et son approche à la licence pendant 10 ans, il est celui qui l'aura fait plonger, en particulier avec le 4e et 5e opus, et aujourd'hui, plutôt que de souhaiter son retour ou de se servir de ses films pour cracher sur tout ce qui est différent, apprécions plutôt le fait que la saga explore maintenant de nouvelles choses. On a eu Bumblebee, puis Rise of the Beast, et l'année prochaine, un tout nouveau film d'animation sur la licence, et qui sait encore ce qui pourra être fait à l'avenir. Le Bayverse a vécu, et il a bien vécu. J'adore ces films et l'univers étendu qui en a découlé. On a eu plein de comics, de jeux vidéo et des super figurines dérivées du Bayverse, mais désormais il faut savoir tourner la page, et à l'inverse de certaines sagas inachevées par manque d'envie du studio, ou manque de moyens tout simplement, c'est ici le réalisateur lui-même qui n'a pas envie de conclure ce qui avait été entamé avec Transformers 5, et honnêtement, qui peut lui en vouloir ? À ce propos, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir une vidéo que j'avais sortie l'année dernière, où je vous donne des idées sur ce qu'aurait pu être l'histoire de Transformers 6. Croyez-moi, il valait mieux emprunter la voie actuelle choisie par Paramount, même si elle n'est pas parfaite, j'ai jamais dit le contraire, mais elle a le mérite de coller un peu plus à ce que j'attends d'une adaptation de la licence Transformers, ce qui, pour autant, n'enlève pas les mérites qu'ont eu les 5 films de Michael Bay. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était un petit peu longue. J'attends surtout vos avis en commentaire, j'espère juste que ça va ne pas devenir la 3e guerre mondiale dans tout ça. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.